Bonsoir, on est très heureux de vous accueillir ce soir au lancement de plus de cinéma, chose que nous allons discuter tout à l'heure, sous la direction de Viva Apache à mes côtés. Donc ce sera une petite discussion d'une quarantaine, soixantaine de minutes, selon comment les choses avancent, et vous serez invité bien entendu à poser des questions au moment opportun. Donc, simplement pour vous présenter les intervenants que nous avons à côté de nous. Viva Apache, professeure de théorie du cinéma à l'UQAM, co-directrice du laboratoire de recherche sur les pratiques audiovisuelles documentaires. Et ses recherches actuelles portent sur les relations entre cinéma, musée et histoire naturelle. Ce n'est pas anodin dans le cadre actuel de quelques questions qu'on pourra lui poser. Et parmi ses publications principales, Ce qui reste des images du futur, La machine à voir, à propos du cinéma, attraction, exhibition, et une télévision allumée, les arts dans le noir et blanc du tube cathodique. Donc, tout ça est ici. Oh, vous pouvez quand même y aller. Wow. Voilà, et Chris Marker également. Merci beaucoup. Donc, autour de la table avec nous, nous avons ce soir Martin Bonnard, qui a collaboré avec Viva à l'introduction et également au travail autour du livre. Donc, Martin est chercheur postdoctoral au département d'histoire de l'art et des études en communication de l'Université McGill. C'est bien le cas. Membre du LabDoc également à l'UQAM et spécialiste de la diffusion en ligne du cinéma. Et ses recherches actuelles portent sur la matérialité du visionnement en ligne dans une approche historique liant les études cinématographiques et médiatiques. Donc, je lis parce que des fois, on ne va pas se tromper. Là. On a des gens de certains calibres ce soir ici. Donc, si je me trompe sur un mot, je le saurai. Merci Martin d'être là ce soir avec nous. Monsieur Louis-Philippe Rondeau, bonsoir. Bonsoir. Artiste, praticien et professeur à l'École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc le NAD UQAC. Ses recherches et œuvres interactives se situent en marge de la photographie et du cinéma, interrogeant les conventions de la médiatisation par l'image, notamment son articulation spatio-temporelle. Donc c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, on va discuter de stéréoscopie, entre autres choses, avec vous. Merci beaucoup. Et finalement, qui se fait un petit peu bronzer sous le projecteur. Ça va mieux, ça va mieux. Olivier Asselin, donc cinéaste et professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, où il enseigne le cinéma élargi et les arts médiatiques. Et actuellement, il s'intéresse aux usages artistiques des plateformes mobiles. Il a aussi réalisé plusieurs longs métrages de fiction et quelques expériences en réalité augmentée. Et donc, son texte également porte sur ces outils de réalité augmentée dans le monde contemporain. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vais m'asseoir maintenant. Merci. Ah oui! Alors, moi, je donne Éric Falardeau, donc doctorant à l'UQAM sous la direction de Viva Apache, où je travaille sur le cinéma pornographique, mais j'ai rédigé le livre Une histoire des effets spéciaux au Québec, donc qui porte sur l'histoire des effets spéciaux ici. Et voilà. Et tu as je suis cinéaste. L'exposition. Oui. Oui, que Viva mentionne au début de la gestation, mais je vais te poser une question sur la chose, mais c'est pas grave. J'ai été commissaire invité à la Cinémathèque québécoise pour l'exposition Secret et illusion, la magie des effets spéciaux, et aussi consultant pour l'exposition qu'il y a eu à Québec, Crever l'écran, au Musée de la civilisation, donc sur les effets spéciaux également. Donc, qui a été raccourci à cause de la COVID, mais ben, ça n'existe plus. Je vais m'asseoir si ça ne vous dérange pas, parce que je vais quand même avoir besoin. Donc, première question qui est plutôt simple et qui s'adresse directement à toi, Viva. Justement, la genèse de ce livre, en introduction, tu mentionnes que c'est une dizaine d'années dans la conception. Donc, quelle est justement la genèse et comment en es-tu venu à finalement boucler la chose?
La gestation et la genèse. Un peu, déjà, vraiment, merci, c'est trop gentil que vous soyez venus. C'est enthousiasmant de voir autant de collègues et amis. Et puis, merci, déjà. Ça. Merci à vous. Voilà. Alors, genèse et gestation. La gestation, en effet, date d'il y a une dizaine d'années, mais d'abord la genèse. La genèse, elle est un peu encore plus longue, on va dire, dans 20-25 ans, et surtout me donne l'occasion de avoir une petite pensée en ce moment avec vous pour Daniel Langlois et cette incroyable entreprise que fut la Fondation Daniel Langlois pour les arts, les lettres. Non, les arts, les lettres et les techniques, c'est la revue Intermédialité. La Fondation Langlois, le sous-titre s'est envolé à l'instant même, mais c'était sur les relations entre les technologies, l'industrie, les sciences et l'art. Bon, donc avec ce cheminement qui passait des sciences à l'industrie, aux technologies, à l'art. Donc, fondation qui fut très active, qui cumula des collections fort intéressantes, collections documentaires et collections d'œuvres d'artistes, à la jonction entre les arts numériques, les technologies numériques, et qui finança aussi beaucoup de chercheurs. Donc, au début des années 2000, je venais de commencer mon doctorat et j'avais sauté sur l'occasion de demander une bourse que j'avais obtenue auprès de cette fondation pour travailler sur un fonds spécifique qui était un fonds sur une exposition, les Montréalais d'entre vous pourraient s'en rappeler, qui avait lieu entre les années 80 et les années 90, qui s'est nommée Images du futur, sous la gouverne, entre autres, d'Hervé Fischer. Exposition qui était une grande foire de technologie et de l'art et qui était un lieu de vitrine d'avant-garde sur ces relations entre l'imagerie numérique et ce que les artistes pouvaient en faire. La Fondation Daniel Langlois avait acquis des archives complètement disparates, donc tous ceux qui avaient été collectionnés, des pamphlets d'artistes aux revues techniques qui servaient aux commissaires pour présenter les objets, aux maquettes d'exposition, à quelques copies d'œuvres. Donc c'était un typique collectionnement d'éléments disparates, mais qui regardait en une décennie en particulier, les années 80-90, donc c'est la diffusion, la démocratisation de l'usage de l'ordinateur en contexte de création. Évidemment, je dis la diffusion au sens que le racine de la relation informatique et image artistique remonte à bien de décennies avant, mais la diffusion de ces usages remonte à ces années-là. Donc, pendant le début des années 2000, qui étaient quand même encore des années un peu d'avant spectacle pour l'usage des technologies numériques et de l'image, j'avais eu la chance de me concentrer sur cet objet. Eh bien, à partir de là, je pense que mon intérêt pour le spectaculaire au cinéma, c'est toujours jouer dans cet interstice des pratiques technologiques, de démonstrations industrielles, un peu fantasques, un peu fallacieuses, mais parfois qui te montrent exactement 30 années auparavant ce qui, 30 années plus tard, sera l'image courante du cinéma. Et donc, a fait en sorte, même si c'était un projet qui s'est réuni, il y a un site web qui existe encore et qui fonctionne encore, beauté de la structure que Daniel Langlois a laissée, qui s'intitule « Ce qui reste des images du futur ». Le fait de travailler sur ça a fait en sorte que lorsqu'en histoire du cinéma, je me suis intéressée à une notion théorique, historique, historiographique, qui est celle d'attraction au cinéma, j'ai tout de suite commencé à le faire en ayant 3 yeux en même temps. Un œil aux histoires des technologies, à l'histoire des gestes technologiques et créatifs à la fois, et à le troisième œil, à l'histoire des formes. Ces 3 yeux ensemble, excusez-moi, c'est bizarre, ces 3 yeux ensemble ont continué de travailler tout spécialement, ça c'était la genèse, durant la gestation qui a été permise notamment par le travail préparatoire de l'exposition que tu as commissariée à la Cinémathèque, par le travail préparatoire d'un colloque
que j'ai dirigé, surtout avec André Gaudreau et Martin Lefebvre, qui eut lieu 10 ans plus tard, donc dans les années 2010, ce qui s'intitulait probablement La magie des effets spéciaux, j'ai le père, évidemment. Et donc la véritable gestation a commencé à ce moment-là, dans ces travaux préparatoires, où les idées d'invitation aux auteurs, aux artistes invités, a commencé pour moi à rendre quelque chose de très clair, qui n'était pas clair en histoire du cinéma. C'est qu'il n'y avait pas de fracture entre l'animation et les images en prise de vue réelle, dès lors qu'on s'intéressait aux effets sur le spectateur. L'effet de spectaculaire, de merveille et d'étonnement devant à la fois la beauté et le truc n'était pas différent chez les spectateurs si cela était produit par des prises de vue réelles ou si cela était produit par de l'animation. Pour moi, ça devenait évident, comme je venais de la recherche dont je vous ai parlé, mais ce n'était pas du tout courant en histoire du cinéma. Vous me le confirmerez, d'habitude, on a un volume qui s'appelle Histoire du cinéma d'animation, puis d'autres volumes qui s'appellent Histoire du cinéma. Pour moi, la fracture, il fallait la faire sauter. Et les années ont validé cela. Comme la gestation était longue, les années ont validé cela et beaucoup de contenu du livre, en effet, porte sur ces interstices entre ce qui relève de l'animation et ce qui relève du filmage, sans que désormais la solution de continuité soit visible. Ça, elle n'est plus visible. Et voilà. Genèse et gestation. Oui. Merci. Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie. Donc, merci tu beaucoup. l'avais bien mentionné. Okay. Et le colloque La magie des effets spéciaux, effectivement, à la Cinémathèque québécoise. Donc, tout va bien. On doute de soi, mais finalement... Merci, Eric. Ça fait plaisir. Une deuxième question. Je vais arriver à vous, messieurs, dans quelques instants. Le titre plus de cinéma, images animées, effets spéciaux. Justement, c'est quelque chose que quelques personnes ont mentionné en arrivant. Donc, comment doit-on le prononcer? Pourquoi? Et quelle est la signification? Tout d'abord, je parle depuis une langue autre, ce qui m'aide beaucoup pour trouver des jeux de mots. Alors, je suis allophone, vous ne l'aurez pas remarqué? Ce n'est pas ma première langue, le français. Je sais, je parle si bien. Alors, dans les deux sens, ce n'est plus du cinéma, car c'est désormais trop numérique, il n'y a pas d'empreinte, je me cite un peu avec Martin. Mais c'est aussi plus de cinéma, car c'est plus de spectacle, plus de mouvement, plus de mobilité du point de vue, plus d'imaginaire qui peut être déployé. Alors, ça se lit des deux façons possibles. Il y en a plus et il y en a plus. Ça va? Merci. Justement, Martin, je vais rebondir sur toi. Comme tu as écrit la préface, l'introduction avec Viva, donc est-ce que tu peux nous présenter généralement la colonne vertébrale du livre, aussi comment les choses s'articulent? Dans tout le livre. Bon, non, mais globalement, là, juste rebondir sur ce que Viva disait, en fait. Oui, rebondir, je peux décrire tout le livre, j'y arriverai pas, il faudra lire le début de l'introduction. Mais non, mais il y a vraiment cette idée que du côté de l'effet spécial, tout d'un coup, on se retrouve, enfin, on émet cette indétermination entre c'est la fin du cinéma ou c'est plus de cinéma qu'il n'y a jamais eu. Et peut-être que l'objet qu'on a trouvé qui vraiment nous fascinait par rapport à ça je peux en parler un peu, c'est le film Le Roi Lion en images photoréalistes, parce que assez vite, en lisant un petit peu sur ce film, on s'est rendu compte que c'était à la fois la fin du cinéma, c'était plus du tout du cinéma, c'était des images générées par un ordinateur, donc une sorte d'immense jeu vidéo, et en même temps, au cœur de ça, il y avait l'insistance sur le fait qu'il y avait des gens de cinéma, des artisans de cinéma, qui étaient convoqués pour aller jouer là-dedans et produire des images de cinéma à partir de ces images de synthèse créées. Donc là, le paradoxe, c'était comme un peu trop beau pour être vrai. Aussi parce que il y avait un aspect documentaire là-dedans. Donc nous, on est toujours à essayer de trouver des aspects documentaires dans un peu tout ce qu'on fait, parce qu'on a ces lunettes-là. Et il y avait un aspect documentaire où le directeur photo
Caleb Deschanel, et puis le directeur des effets visuels qui est Robert Legato, qui était aussi sur Avatar, qui était aussi sur le livre de la jungle. Les deux insistaient beaucoup pour dire non, non, mais on est allé sur le terrain, on est allé voir au Kenya comment les ciels, la couleur des ciels, la couleur des lions, etc., alors comment ils se déplaçaient. Puis nous, on trouvait ça drôle un peu parce qu'à la fin, les images qu'ils ont prises là-bas, on ne les retrouve pas dans le film. Donc il y a une cassure entre les deux complète. Et là, on se disait, mais comment réconcilier les deux et pourquoi insister sur le fait d'avoir vu les vrais lions, sur l'aspect documentaire. Ça, c'était une première chose. Puis la deuxième chose, c'est l'aspect artisanal qui est lié en fait à ça. C'est qu'est-ce qui fait le lien entre les deux, le film photoréaliste à la fin et puis le travail de terrain. C'est un geste artisanal qui est celui justement d'artisans du cinéma qui disent, ben, nous on s'est inspiré de ça pour faire des meilleures images à la fin. Et non seulement ça, mais après pour emmener la spectatrice, on a décidé d'utiliser dans cette introduction le féminin générique, d'emmener la spectatrice à la fois à s'immerger dans ces images, mais aussi dans les restes de ce qu'ils avaient trouvé ou l'évocation de ce monde qu'ils avaient vu. Donc à partir de ce geste artisanal, tout d'un coup, on allait pouvoir enfiler ces différentes perles. Voilà. Donc ça, c'était un peu le moteur théorique de notre... À la fois l'objet qui a vraiment, je dirais pas nous passionnait, parce qu'on était toujours un peu... Oh, c'est un peu étrange aussi comme objet, mais qui nous a motivés à continuer à travailler, il me semble en tout cas, sur... Et puis on a des enfants de 6-7 ans. C'est ça, d'où l'exemple du Roi Lion. Le Roi Lion. Mais c'est ça On ne aussi. fait pas ensemble, je vais dire en parallèle. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est pas forcément un film pour les enfants, parce que Non, les je images comprends. sont quand même assez dures. Mais vous les avez vus souvent. Mais je l'ai vu avec mon enfant était un échec comme expérience. Ah oui, Ouais. l'enfant, la peur. Quel âge? Moi surtout. Parce que ça a l'air d'être réel, réaliste, mais c'est si faux Mm. que l'idée de le rendre réel, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus réaliste. Les séries. Oui, beaucoup plus. Merci beaucoup. Donc, Viva, avant qu'on passe aux différentes sections du livre, justement, Martin parlait de gestes graphiques, gestes artistiques, artisanal. Dans le livre, vous utilisez gestes graphiques. Est-ce que c'est possible de un peu mieux définir ce que vous entendez par là par rapport justement au reste du livre où les différentes sections viennent appuyer finalement cette idée de geste? Oui, disons que nous postulons toujours lorsqu'il y a fabrication d'effets spéciaux, qui est toujours fabrication artisanale dans la mesure où, vous m'enseignez, j'ai quelques professionnels dans la salle, vous m'enseignez que vous avez toujours à adapter vos outils et vos systèmes pour le résultat qu'il faut à chaque fois obtenir. Eh bien, nous ne le considérons pas dans notre lecture, disons, de la filière cinéma comme un geste industriel, car il ne se répète jamais pareil. Il a toujours à être modifié de façon artisanale. Alors, nous postulons que pour l'effet de la spectatrice, dès qu'il y a déploiement d'un effet, il y a d'une part la participation de cet effet à la narration, mais surtout une admiration pour comment ça a été fait. Quelque chose a été fait, on ne saura pas trop comment ça a été fait, mais on admire que ça a été fait. Et cette sympathie envers le labeur que la filière industrielle du cinéma produit de façon artisanale nous a rendus sensibles à ces moments dans l'histoire qui facilement contiennent de l'artisanal, qui sont à chaque fois les moments d'émergence de quelque chose de nouveau. Alors le livre, dans ses différents chapitres, ils sont 4, attendez que je regarde, dans ces 5 chapitres, pardon, en effet couvre ce qu'on a bien nommé, j'espère, le siècle du cinéma. C'est une traversée du XXe siècle, c'est une traversée qui commence des expérimentations d'artisans alchimistes de la pellicule sur nitrate par couleur apposée à la main
sur des bandes filmiques durant la première décennie du cinéma. Et ça se termine avec le bric-à-brac d'attelage construit aux années 2015 pour faire en sorte qu'un comédien harnaché sur un plateau puisse enseigner à la machine son mouvement, mais non pas sa prestation d'acteur, son mouvement pour ensuite le donner à des poupées. Et donc de comment cette traversée historique nous témoignait du fait qu'à chaque fois, cette invention artisanale était fascinante à regarder, parce que l'effet était beau à recevoir, mais aussi car en étudiant historiographiquement comment cela s'était produit et qu'est-ce qui en faisait sa caractéristique, on devenait de plus en plus passionné. Donc c'est non seulement que l'artisanalité nous rendait heureux de voir la chose, mais c'est que la recherche historiographique de la complexité des interactions des différents mondes, des sciences à l'art, au star system, à l'écriture qui implique des tendances toujours très à la mode, très à l'affût des préoccupations actuelles, de comment on rejoue les occupations militaires durant la guerre froide, de comment on rejoue les préoccupations environnementales aujourd'hui, à l'aide de ces créations artisanales, comment cela traversait l'entièreté du siècle du cinéma et qu'à chaque fois devenait plus évident dans les moments d'émergence où une nouveauté apparaissait. Donc le livre n'est pas organisé de façon chronologique, mais je dirais plutôt de façon thématique, mais l'ensemble des chapitres, lui, nous permet de découvrir l'ensemble de l'histoire des effets spéciaux vus à l'intérieur de la fabrication artisanale du cinéma. Ah, quand même. Peut-être. Vous ne l'avez pas lu, je peux vous dire. Mais justement, vous utilisez une belle expression, mais je vais y revenir plus tard, qui est celle de... en fait, vous posez une question. Où s'arrête la quête de la profondeur cinématographique? Et donc, deux articles, deux textes, deux essais portent justement sur cette partie du livre qui s'appelle « Étrange profondeur ». Donc, M. Rondeau et M. Asselin, ici. Dans le premier cas, un texte sur la stéréoscopie à cadence élevée et le dispositif cinématographique dans un uncanny valley. Donc, simplement, pour vous poser quelques questions par rapport à votre texte, vous êtes un praticien, vous êtes un créateur, premièrement, en photographie. Et donc, ce n'est pas anodin, j'imagine que vous vous êtes intéressé à la stéréoscopie. Je vous vois depuis longtemps. C'est pour le public. C'est parce qu'on est habitué avec Viva, donc je la tutoie, mais bon, je vais tutoyer, c'est bon. C'est réglé, vous voyez. C'est la première fois qu'on se rencontre, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, je pense que oui. Donc, on fait du people en ce moment, vous voyez, c'est magnifique. Grand fan, j'ai lu ton livre. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Lequel? L'histoire des effets spéciaux? Oui. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Je l'apprécie. Mais revenons. Mais donc, justement, par rapport à votre pratique en photographie et le sujet de votre essai qui est la stéréoscopie à cadence élevée, je trouve que c'est très intéressant le maillage entre les deux, mais auparavant, avant de peut-être pousser un petit peu plus loin, pour le bénéfice des gens ici qui ne sont peut-être pas au courant, qu'est-ce que la stéréoscopie à cadence élevée? La stéréoscopie, c'est ce qu'on appelle familièrement le cinéma en 3D, quoique ça peut induire en erreur parce que quand on parle d'un film en 3D, souvent on va parler d'images de synthèse, des images générées par ordinateur. La stéréoscopie, c'est le cinéma avec les lunettes qui m'intéresse énormément comme objet de recherche parce que ça suscite énormément à la fois de passion et d'animosité. Il y a des gens qui adorent aller au cinéma stéréoscopique, il y en a d'autres qui trouvent que c'est une torture oculaire. Puis cette espèce de paradoxe-là que je trouve très riche au niveau de la recherche. Puis aussi, ce qui m'intéresse au niveau de la stéréoscopie, c'est les conditions de son avènement. Parce que le cinéma a vécu à travers sa longue histoire diverses crises. On parle toujours de menaces existentielles au cinéma, et souvent l'industrie du cinéma, de la manière qu'il réagit, c'est à travers des solutions technologiques.
Donc, tu sais, le cinéma est menacé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on met de l'avant le Technicolor, ou le cinémascope, ou le son synchrone, ou dans les années 50, il y avait la stéréoscopie qui avait concordé avec l'arrivée de la télévision, qui était comme une menace totalement existentielle face au cinéma. Puis dans les années 2010, on voit la stéréoscopie qui réémerge. Et selon les discours dominants, c'était en réaction à l'avènement du cinéma maison. Et ce qui est intéressant parce qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui, avec 10 ans de recul, est-ce que le cinéma maison a contribué à l'épanouissement du cinéma ou bien c'est une menace? La question se pose encore et ça dépend de notre définition du cinéma. Donc la stéréoscopie à cadence élevée, c'est, pour répondre à la question, c'est précisément le cinéma en 3D, mais en utilisant une cadence plus élevée que 24 images par seconde. D'ailleurs, le 24 images par seconde, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais après avoir fait des recherches, il y a plein de théories qui existent, mais essentiellement, c'est une mesure arbitraire, une déclinaison du temps qui a été arbitraire parce qu'avec l'avènement du cinéma sonore, il a fallu s'entendre sur un standard, une norme. Et au final, c'était comme l'équilibre entre une image qui est fluide et qui consomme pas trop de pellicule, tout simplement. Et donc, le problème, c'est que... de manière intéressante, le public s'est développé une affinité pour les cadences relativement lentes. 24 images par seconde, c'est relativement lent. Et quand on voit une image à 24... Par exemple, si vous regardez le cinéma 24 images par seconde, image par image, on se rend compte qu'il y a énormément de flou dans une image. Et cet esthétisme-là, on a appris on l'a comme internalisé. Une image à 24 images... du cinéma à 24 images par seconde, ça se traduit dans notre subconscient comme un cinéma de bonne qualité. À l'inverse, on va parler de genre le soap opera effect, l'effet de cadence élevée qu'on a dans les feuilletons d'après-midi des années 90, début 2000. C'était tourné à plus haute cadence, c'était l'équivalent de 60 images par seconde. Puis perceptuellement, on perçoit ça comme étant de mauvaise qualité. Or, il y a eu une expérience vraiment intéressante dans les années 2000 j'oublie son nom, le réalisateur du Hobbit. Peter Jackson. Peter Jackson, merci beaucoup. Peter Jackson qui a décidé de sortir le Hobbit à 48 images par seconde en stéréoscopie en disant que ça serait le film le plus réaliste qui n'aura jamais été présenté. Nous y étions. Oui, nous y étions. Et c'était incroyable. Moi, c'est une expérience qui a transformé ma vie. Mais peut-être pas pour les raisons qu'on s'imagine, parce que j'ai regardé ça et je me suis dit, mon Dieu, c'est magnifique parce que c'est à la fois un film qui témoigne d'une qualité de production hors pair. On s'entend, le cinéma de Peter Jackson, c'est un cinéma qui a des moyens incroyables. Mais viscéralement, c'est un cinéma qui nous paraissait comme étant cheap, de mauvaise qualité. Pourquoi? J'ai l'impression, il y a plusieurs théories qui circulent, mais c'est juste qu'on est culturellement habitué. Oui, on s'est habitué aux 24 images par seconde. Puis, ce que le 48 images par seconde dévoile, c'est essentiellement l'artifice du cinéma. On regarde cette image-là, puis on la trouve artificielle. On trouve que le jeu des acteurs, c'est pas naturel. On a l'impression de regarder le making-of du film. On a l'impression de pas être plongé dans la terre du milieu, dans Middle-earth. On a l'impression d'être plongé sur un plateau de tournage en Nouvelle-Zélande. De télé. De télé. Oui, c'est ça. Puis on voit tout. On voit les verres de contact de Gandalf, on voit... pourtant, c'est des effets spéciaux, donc les effets pratiques sont de très haute qualité. On voit tous les défauts. Puis moi, j'ai adoré ce film-là parce que ça nous a un peu exposé au fait que la quête d'un réalisme absolu au cinéma, c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement louable. Quand on va au cinéma, c'est pas pour voir le réalisme, c'est pour se faire raconter des histoires, pour se faire plonger dans un imaginaire, puis pour solliciter un peu la suspension de l'incrédulité dans notre esprit. Donc, du point de vue technologique, ça l'a dévoilé.
peut-être que ce qu'on aime au cinéma, c'est davantage l'illusion. C'est bon, mais bravo, ouais. Mais tu sais que c'est la critique que Baudelaire faisait de la photographie, Oui, mais que la peinture Baudelaire- pouvait sélectionner dans le réel, tandis que la photographie représentait tout également. Oui, Avec la mais main. Baudelaire, c'était le pire critique de la photographie. Pour Il lui, n'était pas vraiment. pour lui, il y avait la photographie et la tour Eiffel qui étaient les deux plus grandes horreurs dans le monde. Mais il s'est racheté avec de la croix et puis. Tout à fait. Ben, il y a une belle chose pour passer à toi, Olivier, mais juste avant, donc, gardons en tête ce qui a été dit, mais tu abordes la stéréoscopie. Justement, si on compare, par exemple, la cadence d'usage élevée avec d'autres films non prévus pour la stéréoscopie, comme par exemple Jiminy Man d'Ang Lee, est-ce que toi, tu remarques une différence? Est-ce que la stéréoscopie amène un autre niveau, justement, dans cette distanciation ou dans cette non-adhésion du spectateur? Mais ce qui est intéressant, c'est que la stéréoscopie fonctionne extrêmement bien dans certains contextes. Comme par exemple, tout ce qui relève du ici et maintenant, ça fonctionne très très bien. Où est-ce qu'on a l'impression, on veut plonger le spectateur et lui donner un sentiment de présence, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, regarder un événement sportif en stéréoscopie, c'est incroyable parce que on a l'impression vraiment d'être là. On n'a pas l'impression de voir une retransmission. On a l'impression d'être présent puis de le vivre en direct. Le jeu vidéo en stéréoscopie, même si ça a été relativement peu exploité, ça fonctionne très bien parce que le jeu se déroule au moment où est-ce qu'on le joue en stéréoscopie. Ça nous plonge davantage dans le monde imaginaire. C'est peut-être que culturellement au cinéma, on s'est habitué à un certain détachement de la réalité, puis d'essayer de se replonger dans la réalité du cinéma, une réalité trop réaliste. Ça crée comme le sentiment d'uncanny. Pour ceux qui connaissent un peu le phénomène de l'Uncanny Valley, c'est un phénomène qui a été proposé par Masahiro Mori, qui est un roboticien, qui disait, lui, à l'origine, que les robots qui ont l'air trop réalistes nous font peur, nous rendent inconfortables. Vous avez tous déjà vu des androïdes en silicone qui ont l'air des humains fondamentalement détraqués. Et ce discours-là s'est réactualisé avec les jeux vidéo, étrangement, parce qu'en jeux vidéo, on a des avatars qui sont d'apparence humaine, mais qui bougent étrangement, qui ont une apparence un peu décalée de la réalité, et ça suscite un certain malaise. Donc moi, dans l'article, je proposais le Uncanny Valley du dispositif, comme quoi un dispositif qui est très réaliste, mais qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité, va susciter chez nous un certain malaise. Et à l'inverse, quelque chose de plus stylisé, de plus détaché de la réalité, va peut-être attiser une certaine empathie chez nous. Donc, j'espère que ça vous donne envie de lire et de pousser un petit peu plus loin la réflexion. C'est là. Maury est là. Voilà. Ah! Il est passé rapidement, hein? On l'a manqué. C'était presque synchro dans la boucle. Je vous le montrerai tout à l'heure, le roboticien Ça aussi, c'est uncanny. Maury. Ce qui amène à Olivier, justement, tu parlais, en fait, Louis-Philippe, tu parlais de la question de l'illusion, que c'est peut-être justement ça qu'on recherche quand on va au cinéma. Et justement, Olivier, toi, tu rebondis avec ton texte qui s'intitule « Des VFX dans l'espace public, les utopies politiques de la réalité augmentée ». Donc, tu questionnes davantage, finalement, cette interconnexion, finalement, entre ces outils de production d'effets spéciaux, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Tu es praticien aussi, tu as fait des expériences en VR et tout ça. Mais justement, cette porosité entre le vrai et le faux, ou cette non-porosité, mais cette hybridation qui emmène des enjeux éthiques, politiques, esthétiques et par rapport au monde actuel, et qui me fait penser, en fait, à la lecture, à une phrase que j'ai lue dans un texte d'Éric Sédine sur les humanités numériques, où il parlait justement, et ça, je le référer, où il parlait d'un mouvement plus large de numérisation du monde. Et donc, ma question, en fait, là, comme, on y va un petit peu lourd, là, mais donc, comment justement, effet spécial, réalité augmentée, les deux s'articulent, et comment ça s'articule justement par rapport à cette idée d'utopie politique dans le monde numérique actuel?
Oui, c'est une grosse question, mais l'article est quand même relativement court et ambitieux. Non, mais je dois dire, d'un point de vue... donc, j'étais très content de participer à ce livre et j'aimais beaucoup le fait que les effets spéciaux étaient considérés d'une manière très large et pas une fois de plus au cinéma. Et donc on abordait la question de tous les points de vue, puis je pense que c'est la plus productive approche là-dessus, et d'autant plus que les outils qu'on utilise pour faire des effets spéciaux en cinéma sont les mêmes que les outils qu'on utilise en jeux vidéo, dans les arts médiatiques, etc. Et donc les questions qui se posent dans un champ sont les mêmes que celles qui se posent ailleurs. Moi je me suis intéressé beaucoup, bon évidemment à l'immersion, c'est-à-dire que, puis c'est un petit peu ce dont tu parlais, et toi aussi, c'est-à-dire cette idée qu'on suppose que le spectateur, la spectatrice veut, l'idéal d'une représentation et d'une image, c'est d'avoir le sentiment d'être complètement projeté, on quitte ce monde-ci, on est entièrement projeté, de préférence avec notre corps, ou un corps virtuel, dans un autre univers à 100%, et dans cette utopie, il y a cette idée qu'il faut que ça soit multisensoriel, polysensoriel, donc pas simplement pour les yeux et oreilles, mais qu'il y ait du tactile, qu'il y ait des odeurs, tout ça, et en plus que ça soit interactif. C'est comme cette utopie-là, elle se met en place, mais très très tôt. Quand on fait la généalogie de ça, on voit que dans les romans d'anticipation du 19e siècle, il y a cette idée que la technologie va pouvoir nous donner un substitut de l'expérience, mais total. Et évidemment, la réalité virtuelle était quelque chose d'intéressant, parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé du point de vue technique. J'aime bien la technologie parce que par les questions que ça pose et parce que ça nous permet de faire d'autres histoires, d'explorer d'autres choses, il y a différents usages. Mais en même temps, il y a cette idée, tout le monde parlait dans les années 90 du danger de la réalité virtuelle, qu'on allait à un moment donné tous être jetés dans ce qu'on appelait le multivers, aujourd'hui c'est le métavers, on allait être projetés là-dedans et qu'on allait... plus en sortir. Plus en sortir. Et j'ai lu un très beau livre là-dessus, je ne sais pas si Benoît l'a lu, sur les Castronova. Il y a un livre qui s'appelait Exodus, c'est un économiste, sociologue qui s'est intéressé aux jeux vidéo. Et lui, il regardait le nombre d'heures qu'on passait devant nos écrans et dans les univers virtuels, et ça fait comme ça, quoi. C'est l'augmentation. Et là, il se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ce que lui disait, ça c'est un ouvrage qui date d'il y a peut-être 10 ans, c'est qu'on allait assister au plus grand exode de l'histoire de l'humanité, et pas un exode de tel continent à l'autre, mais du réel à l'espace virtuel, et qu'on allait vivre très très longtemps là-dedans. Et lui, donc, c'est un économiste, et il trouvait que c'était pas nécessairement mauvais, entièrement mauvais, parce qu'on pouvait trouver des solutions aux problèmes réels dans les univers virtuels. On allait créer des monnaies, et la question, c'est celle du travail. Comment on va gagner une vie? Comment on va acheter la pizza qui sert à nourrir le corps qui reste ici? Ça, c'est la grande question. En tout cas, alors, quand la réalité augmentée est arrivée, j'ai trouvé que c'était une technologie intéressante, et le discours utopique qui accompagnait les nouvelles images a été transformé, et là les gens disaient, ben enfin avec cette technologie, on va redécouvrir l'espace réel, donc la réalité augmentée, c'est introduire des éléments virtuels dans un monde qui reste majoritairement réel. On est dans notre espace physique, on peut avoir un avatar ici, une autre personne qui n'est pas ici, on peut avoir des informations historiques qui ne sont pas là, on peut avoir des objets, des scènes, toutes sortes de choses, mais l'espace réel est dominant. Et dans l'une des théories, l'un des textes importants sur réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est le continuum. Donc c'est entre la réalité totalement virtuelle et la réalité totalement réelle, il y a une infinité de dosages. Et quand on est dans la réalité virtuelle, ben, il n'y a plus de réel. Quand on est dans la réalité réelle, il n'y a pas de médiation technologique. Puis la réalité mixte, ça se situe à peu près au milieu. Mais il y a beaucoup de gens qui considéraient donc que la réalité augmentée c'est une technologie qui allait nous permettre de redécouvrir l'espace réel. Quand on regarde, par exemple, quand Pokémon Go est sorti, la version... Qui est dans le livre. Oui, c'est ça, et 2 fois plutôt qu'une, puisque Utamo, moi j'en ai parlé, j'ai écrit là-dessus un peu, et puis Utamo parle de ça dans la généalogie du Kaléidoscope. Mais les parents disaient, mais c'est super, ouais, c'est super, mes enfants jouent dehors, ils redécouvrent la ville de Montréal, ils ont des portails virtuels dans leur parc, près de chez eux, ils accumulent des points, ils sont infatigables. Mais quand on regarde ce qui s'est passé juste après ça, alors il y a juste au milieu de la pandémie 2020, Zuckerberg dit on va lancer le métavers. 1 mois après, il y a John Hanke, qui est un gars qui est sorti d'une compagnie géo et qui a été engagé par Google pour ouvrir le département géolocalisation de Google, et qui a créé tout ce qui concerne la géolocalisation, c'est Google, qui n'était qu'un seul moteur de recherche avant,
et c'est devenu une compagnie qui s'intéresse à la géolocalisation. Donc la carte, Google Maps, Street View, Et donc il a créé le département géo, il a créé des jeux pour Google, et ensuite il est parti à son compte, mais toujours avec des investissements de Google, et il a créé justement Pokémon Go. Mais alors, ce qui est intéressant, il a fait une conférence de presse un mois après que Zuckerberg ait fait sa grande annonce sur la transformation de Facebook en méta et la création du métavers. Et Nanke dit, moi, je ne pense pas qu'on soit intéressé à vivre dans un métavers 24 heures sur 24. Je pense que le meilleur pari, c'est d'intégrer le virtuel dans le réel et de faire une plateforme mondiale de réalité augmentée. Plateforme mondiale de réalité augmentée. Et ils ont acheté 8Wall, qui est une compagnie très intéressante de réalité augmentée, et ils sont en train de modéliser entièrement l'espace réel avec l'aide des usagers. Donc ils ont un scan 3D du monde entier, et à partir de là, avec 8Wall on peut le faire, on peut déposer où on veut dans l'espace réel, un message pour quelqu'un, un avatar, notre présence réelle, des informations historiques, des monuments géants, des scènes miniatures. Et là, c'est cette idée que le monde réel devient... Alors la question que je me posais dans ces textes, c'est est-ce que c'est vraiment une redécouverte de l'espace réel ou c'est une virtualisation complète de notre rapport au réel? Et du point de vue politique, c'est sûr que ces deux entreprises sont des entreprises qui semblent être financées uniquement par des investisseurs et tout ça, mais c'est basé sur la publicité. Les deux, Google, ils font 99% de leurs revenus est publicitaire. Ou c'est sur les données qu'ils accumulent sur ce qu'ils nous donnent gratuitement, comme vous le savez. Et donc, c'est une commercialisation complète de l'espace physique. On est dans une privatisation complète. Et d'ailleurs, Pokémon, c'est un très beau cas d'analyse, puisqu'ils ont des ententes avec des compagnies, avec des lieux réels, avec Starbucks, avec ceci, et donc il faut monnayer son inscription dans le jeu. Donc ça me semblait être un problème intéressant, cette relation entre virtuel et aussi une relation qui, dans l'histoire du cinéma, qui n'est pas sans écho avec le développement des majors hollywoodiennes ou les produits dérivés, et avant la création des studios avec le compacté de réalité dans le studio pour être commercialisé et fonctionner de façon aussi totalisante que ces espaces utopiques. Et d'ailleurs, dans le montage qui est à l'écran, que Félix Schaff, un étudiant de cinéma image en mouvement de l'UQAM, a préparé pour nous, en glanant dans quelques références des chapitres du livre, il y aura quelque chose peut-être que tu aimeras bien, Olivier, c'est le studio Saola, qui est un studio français de réalité augmentée, qui a fait des magnifiques animations en réalité augmentée pour la Galerie des espèces éteintes au Muséum national d'histoire naturelle, ou à Paris, ou en chaussant des lunettes translucides, donc qui te permet quand même de voir ton environnement, donc pas des lunettes 3D, mais des lunettes de réalité augmentée. Tu vois sortir des vitrines des espèces éteintes qui ne sont plus éteintes dans l'animation de Saola. Donc ici à l'écran, vous allez voir un lamentin, puis après une tortue serpentine, et puis à la fin de la boucle, enfin quelque part dans la boucle, une fille qui enlève ses lunettes spécialement prototypées. Donc là, c'est la fois où ces types de réalité monopolisante, privatisante et monnayable se transforment pour être au service d'un imaginaire à nourrir, qui est celui de la connaissance et du respect pour la chose de la Terre. Donc, oui, mais on utilise néanmoins toujours les technologies, celles-là, donc HoloLens, tout ça, les nouveaux Apple. Et puis le métavers, c'est un univers de réalité mixte. Les deux entreprises visent un univers où il y a une hybridation parfaite entre le virtuel. Même la dernière lunette de Meta, là, c'est ProQuest 2, c'est une lunette de réalité mixte. Ah, mais c'est intéressant parce que tout ce que vous mentionnez, les points de jonction entre réalisme, illusion, virtualité, monétisation, documentaire, fiction, animation, image de capture, tout, je trouve que ça s'exprime bien. En fait, ça s'exprime bien dans une partie du livre, mais là, je vous la lance un peu à vous tous et toutes, sur la motion capture, la performance capture, parce que c'est vraiment un enjeu majeur au niveau justement de ces interactions-là entre le réel, le faux, le comédien, la prise. En fait, pour le dire plus beau,
la capture de coordonnées versus la capture photographique. Mhm. Donc, filmer quelque chose versus prendre des coordonnées qu'on réadapte. Et donc, prendre des données aussi, donc ce que Olivier mentionnait. Donc, toutes ces jonctions-là qui s'expriment à travers une technique, une technologie, un outil qui permet de créer de nouveaux types d'images et qui permet justement de rejoindre ces différents aspects-là, mais qui est quand même assez décrié parce que est-ce de l'effet spécial, est-ce du vrai, est-ce du faux? Donc, en fait, je n'ai pas vraiment une question, c'est plus quelles sont vos impressions par rapport à cette idée-là à travers finalement le motion capture, la performance capture et les enjeux que vous avez soulevés dans vos différents textes, parce que je pense que ça rejoint quand même assez bien la chose. Ouais. Vraiment, je trouvais ça très bien dans votre introduction, où vous avez mis en question votre propre polarité, qui est une polarité quand même avec laquelle on travaille en cinéma, entre animation et prise de vue réelle. C'est une opposition qui n'a plus grand sens aujourd'hui, parce que les prises de vue réelles, ça suppose l'optique, mais motion capture, c'est de la capture, donc c'est de la prise de vue réelle, mais pas de vue. C'est quand même... Et alors, il y a tout le temps un moment de captation. Et il y a différents capteurs aujourd'hui. Et la différence entre les images captées et les images construites, et les images traitées, c'est autre chose. Donc, c'est quand même une question complexe. Il y a très, très peu d'images qui sont entièrement construites aujourd'hui. Très, très peu. Et tous les dispositifs, dont ceux avec lesquels on travaille à l'U2M sur ce qu'on appelle la capture volumétrique, donc on travaille avec de l'infrarouge et on va chercher le relief d'un personnage, puis ensuite il y a les textures qui sont reproduites. Donc c'est pas la même chose que le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, les textures sont photographiques, même chose d'une certaine manière avec la capture volumétrique, mais il y a une capture de données, comme vous disiez, ça c'est intéressant. Mais on est toujours dans le réel, le réel est à la source de cette façon-là. Dans l'introduction, on avait cette formule, malheureusement je ne l'ai pas, mais quand même avec la performance capture, la capture du mouvement, on part quand même du mouvement, puis après on rajoute des images dessus. Oui, Ce qui est quand même, là il y a un geste un peu différent que de capturer une image et puis après la prolonger ou la déformer à partir de l'ordinateur. Donc là on avait une formule qui évidemment était plus belle à l'écrit, mais qui était un peu... C'est vrai qu'il faut aussi penser peut-être à inverser notre manière de voir les choses, puisque c'est ce qu'ils font aussi dans Le Roi Lion, c'est capter des mouvements de caméra. Oui, bien sûr. Le mouvement même. Ouais, oui, bien le sûr. mouvement est plus forcé. Ça passe. En considérant aussi que l'étude du mouvement et la décomposition du mouvement est à l'origine de tout dispositif de captation, parce que l'un des premiers buts, à la fois photographique et cinématographique, c'est d'étudier le mouvement. La chronophotographie, évidemment, et le fusil photographique en sont une preuve. Ça, c'est les travaux de Jean-Baptiste Massieu qui travaille. Oui, dans le livre. Dans le livre. Dans le livre. Tout est dans le là-dedans. livre. Tout est là-dedans. C'est votre nouvelle Bible. Mais non d'abord, peut-être Louis-Philippe, parce que moi, Oui. pour cette réponse, je vais peut-être mentionner un article en particulier que peut-être ne fera pas l'objet de ta remarque. Ça va. Avec Moi, je Laurent, vous suis. Normand, j'y vais. Parce que à ta question, j'avais préparé quelque chose. Si jamais Eric me demandait, veux-tu parler d'un chapitre en particulier? Je dis, ah tiens, je parlais d'un... Ah oui, mais là, comme ça, j'épargne un temps de réponse. Mais en me rattachant à ce que tu viens de poser comme question et à l'intervention d'Olivier de Martin, je pense à un chapitre en particulier qui se trouve dans la section qui s'appelle « Effets non normaux ». Effets normaux comme l'opposé d'effets spéciaux, mais effets non normaux puisqu'ils gardent quelque chose de fabriqué, mais pourtant ils ont le but de apparaître normaux, naturels. C'est un chapitre de Booth Wilson. Hein? J'ai dit bizarre? Non, ça va? Ok. C'est un chapitre que Booth Wilson rédige, qu'il intitule Code et mimésis. Donc, vous voyez déjà comme entre le code, c'est la partie normalisée et la partie mimésis, c'est l'autre sphère de la normalisation. Mais il travaille en particulier sur un drôle de film d'animation de 1968 russe qui s'appelle Koshetchka, chaton, qui est de l'animation par ordinateur en 68. Donc c'est tôt, mais c'est pas tout seul. C'est-à-dire déjà les belles... Tout à fait, c'est magnifique. J'ai voulu Ouais. Des actions d'un chat. Ouais. Oui, les actions d'un chat.
Il lit très bien. Mais ce chapitre est très fascinant. Oui, ce chapitre est très fascinant parce que parle d'un laboratoire de mathématiques à l'université de Moscou qui, sur la fin des années 1960, se pose bien la question de comment modéliser le mouvement. Ils le font pour des raisons mathématiques, mais ils parviennent via une série de médiations, d'abord le calcul, ensuite l'imprimé du calcul, ensuite la transformation de l'imprimé de calcul en dessin alphanumérique, c'est-à-dire des silhouettes faites de petites lettres toutes collées. Par la suite, le refilmage des impressions comme si c'était des cellules d'animation pour en faire un film en 16 mm qui circule dans les laboratoires de mathématiques et d'informatique, d'un chat qui traverse en diagonale l'écran sous trois, tout à l'heure vous allez le voir, si vous voyez un chat bizarre noir, c'est un extrait de cette animation chaton. Donc eux, c'est des mathématiciens qui donc essaient de modéliser le mouvement. En parallèle, ils se basent sur une longue tradition développée en Russie de la biomécanique de Meyerhold à Eisenstein, c'est-à-dire quelque chose qui remonte à 30 ans auparavant, de comment faire bouger l'acteur comme une marionnette. Mais pourquoi faire bouger un acteur comme une marionnette? Pour enlever au mouvement actorial la partie mise en scène et lui laisser seulement la racine du mouvement, un mouvement à étudier presque de façon anatomique et qui donc servait à quelque chose au public pour ne pas rentrer dans des histoires où finalement on allait se perdre dans un récit, mais on était plutôt confronté à du mouvement énergétique biomécanique. Eh bien, ces mathématiciens-là, ils disent, bon, finalement, on va le produire par ordinateur. Évidemment, il y a comme une série de passages qui sont étudiés de façon historiographique tout à fait palpitante par Booth Wilson. Mais la partie qui s'en va vers la motion capture, qui m'a fait beaucoup rire, je vous la lis. Alors, il semble que le plan initial de Konstantinov, c'est le mathématicien, et de son équipe étaient de travailler comme des animateurs traditionnels. Victor Minankin, donc c'était le chef de ce projet de laboratoire, devait observer un chat réel afin d'écrire des formules représentant ses mouvements. Cependant, le chat en question se révéla être un collaborateur peu coopératif, ce qui força Konstantinov à revoir ses décisions de casting. Le modèle final était ainsi basé sur la personne de Minankin, donc le mathématicien junior qui demandait à financer sa recherche. Donc c'est le mathématicien junior à quatre pattes, imitant la gestuelle d'un chat. Et là, l'auteur Booth Wilson nous dit, ayant fait l'étude historiographique sur le manuel d'animation, nous dit « Un exercice recommandé par au moins un manuel d'animation de l'époque pour l'animation des créatures à quatre pattes. » Autrement dit, lorsque l'animation doit étudier le mouvement animal, finalement ne gère pas son modèle, remplace le modèle par un humain qui, lui, va reprendre toutes les fois qu'il faut, va ralentir afin que ça devienne modélisable. Et lorsque je disais ces lignes, et là il y a des références justement de ces manuels d'animation des années 1980 où l'auteur Booth Wilson trouve qu'on recommande aux animateurs un studio, s'il vous plaît, si vous devez animer le loup, demandez à votre voisin de faire le loup. Et ce qui donc m'a fait penser comment cette série de la motion capture, de la capture de mouvement, a finalement une histoire beaucoup plus ancienne que celle des capteurs dans des studios avec des green screen à l'arrière, mais que ça remonte à ces études informatiques, mais ça remonte aussi à la transformation des comédiens en biomécaniciens. Ça remonte aussi dans l'histoire de la danse, à la transformation de chorégraphie en mouvement étudié, et donc permettant d'inscrire à quelque chose qui semble appartenir un peu à la technologie actuelle, à une mise à l'avant de l'étude du mouvement scientifique qui traverse ces différentes séries culturelles. Donc c'est un peu dans ces jonglages que travaille le livre, et j'adore l'idée du mathématicien junior qui fait à quatre pattes le minou. Quand vous verrez un minou qui traverse l'écran, pensez au lab d'informatique en 68 à Moscou. C'est bien ce que vous disiez en intro aussi, qu'il ne faut pas accepter la coupure, cette fameuse coupure numérique. Ouais. Non. Elle est trop simpliste, Non. la coupure numérique.
Le temps file quand même, mais je vais vous poser, pour rebondir, non pas sur ce que Eva vient de dire, mais comme elle m'a demandé, elle voulait citer l'un des textes qu'il avait marqué, qui t'avait trouvé super intéressant, mais je vais continuer avec vous trois, messieurs. Est-ce qu'il y a des choses dans le livre qui ne sont pas de vos textes à vous, que vous avez trouvé vraiment intéressants, que vous voudriez comme peut-être brièvement mentionner avant qu'on passe aux questions, mais ou peut-être que c'est une question piège, je ne sais pas. Mais peut-être avec quelque chose à rajouter sur la question du mocap. Oui. Excuse-moi. Moi, sur la question du mocap, moi, il faut au fur et à mesure que j'enseigne à l'École des arts numériques, plus je me rends compte que le numérique, on dit que le numérique n'a pas nécessairement changé, ça n'a pas été nécessairement une révolution, quoique maintenant, je réalise que tout ce qui est captation, ça rend la réalité adressable. Puis que ce soit des pixels, que ce soit des points dans l'espace, c'est toutes des coordonnées. Et avec les outils contemporains, ces coordonnées-là deviennent complètement malléables. Donc, ça devient de plus en plus difficile de faire une démarcation entre « Ah, ça, c'est une prise de vue qui est intègre et celle-ci, elle est manipulée. » Parce qu'au final, tout est un simulacre qui peut être manipulé de toute manière, et la majorité des effets visuels qu'on voit au cinéma, c'est pas des effets spéciaux ostentatoires, qui sont tapés à l'œil, c'est des effets qui sont complètement transparents, où est-ce qu'on réalise pas que on croit que ça a été tourné dans une forêt, mais en vérité, ça a été tourné dans un entrepôt. Puis, fait que cette idée-là qu'il existe une forme de captation qui serait pure. Je sais pas, peut-être je suis un peu cynique, mais j'ai l'impression qu'avec l'avènement des outils contemporains, ça s'est complètement érodé. Il y a toutes ces réflexions aussi sur l'histoire, parce que la coupure numérique, elle est donc très arbitraire. Mais quand on regarde dans l'histoire de l'art, il y a deux moments importants dans l'histoire de la fabrication des images. Il y en a trois en fait. Le moment où les dessinateurs ont décidé d'utiliser l'empreinte comme base pour dessiner, c'est-à-dire le profil d'un visage sur le mur et on dessine l'empreinte. La perspective, l'invention de la perspective, qui était un moyen mécanique de transformer le monde tridimensionnel sur une surface, et puis évidemment la photographie. Et à chaque fois, les questions sont posées, mais c'est un système de coordonnées, tout ça. C'est des machines qui permettent de transformer un monde tridimensionnel. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Et donc un texte qui t'aurait plu, qui n'est pas l'introduction. C'est difficile à dire. Oui, parce qu'on n'a pas reçu le livre encore. On l'a reçu en PDF, c'est vrai. Question piège. Tu l'as pas reçu? En PDF, mais pas en... Ah, le physique? Non. Ah, ben dis-le-moi, là Oh non, tu vas le recevoir. En PDF, de nos jours, le PDF. Oui, je l'ai reçu. Mais bon, si je peux répondre à toi, Martin, Toi, quelque Martin? chose sûrement ou... Par rapport à ça ou par rapport Non, le chapitre. par rapport au chapitre? Non, moi mon coup de cœur c'est Erki Utamo. Non mais c'est un peu le coup de cœur parce que c'est l'archéologie des médias, le fait d'aller chercher, lui il va chercher au 19e siècle les gens qui tripent sur les kaléidoscopes. Et non seulement il va chercher ça, mais tout le contexte, tout d'un coup c'est comme si on ouvrait une immense page d'histoire, d'aller chercher une tonne de sources, ça je trouve c'est toujours impressionnant. Je trouvais la même chose, moi j'ai pas tout lu le livre, mais après votre introduction bien sûr, mais le texte d'Utamo est magnifique parce que c'est un texte sur ce petit jouet, dans le fond un jouet optique, le kaléidoscope, qui apparaît tout d'un coup et qui devient un objet vraiment une mania, comme une manie, comme il le dit quelque chose sur... Je sais, d'accord. Et d'ailleurs, il parle de Pokémon Go avant, pour dire que c'est le même type de... Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a deux types d'effets spéciaux, dans le fond, ou d'effets visuels, comme on dit. Il y a des effets visuels qui cherchent à être complètement illusionnistes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence entre une image captée et une image construite, mais il y a aussi toute cette autre tradition de l'effet visuel abstrait, c'est-à-dire qui est une simple forme abstraite qui sont fascinantes en soi. Et c'est ça le kaléidoscope, c'est très intéressant. Donc, je vais peut-être prendre 1, 2, 3 questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient... Oui! Merci beaucoup d'abord pour cette très intéressante présentation. J'ai beaucoup aimé cette idée du geste artisanal. Ouais. Lyon est un extraordinaire cas de figure. Puisqu'on a utilisé, donc, comme vous savez, l'équipement qui a été capté pour pouvoir faire un tournage.
Est-ce qu'on peut voir derrière ça, après avoir votre avis sur la pérennité de ce geste artisanal? Est-ce que le Roi Lion va demeurer quelque chose d'anecdotique ou s'il va avoir quelque part cette valorisation du geste artisanal à mesure qu'on peut penser de plus en plus techniciens pour être familiers avec les outils virtuels? Est-ce que le geste artisanal va perdurer? Quelles seraient les bonnes raisons qu'il le soit? Moi, en deux mots, oui, ça va perdurer toujours. Si la vision historienne a un impact pour l'avenir, et en général, on aime bien considérer que les leçons sur l'histoire vont dans les deux directions. On apprend le passé, puis ça projette sur le futur. Alors, disons, si on se base sur le travail fait pour collecter les chapitres de ce manuscrit, il y aura toujours une adaptation à une technologie qui sera affrontée de façon artisanale, prototypique, et qui sera différente pour une autre raison. Peut-être que ce ne sera pas dans le rayon de la direction photo, ce sera peut-être dans le rayon du montage, ce sera peut-être dans la filière de la diffusion qui sera complètement différente, mais il y aura toujours dans la filière une adaptation à une technologie qui demeurera, si on se fie, regard rétrospectif historique, si on se fie à l'histoire dans le siècle du cinéma, rien ne restera stable, ne fût-ce qu'à cause du fait que, comment on dit, les technologies sont périssables, non, c'est quoi le terme qu'on utilise, obsolète. L'obsolescence programmée, ne fût-ce que pour des questions d'obsolescence programmée des technologies, aucun geste s'instaurera pour être répété pareil. Donc, ça, c'est purement l'approche historienne qui nous témoigne ça dans la rédaction du livre sur le XXe siècle. Est-ce que le XXIe sera beaucoup plus industriel? Non, mais l'approche concomitante dans l'introduction, c'est l'approche matérialiste. Oui. Ça veut dire, est-ce que ça rapporte de l'argent encore d'avoir des artisans du cinéma? Oui. Et je pense que là, le Roi Lion, c'est l'exemple de ça. John Favreau voit une possibilité de faire de l'argent avec ça. Si ça continue, il y aura toujours des artisans qui seront là. Si c'est plus le cas, on peut voir les films qui sont tirés des jeux vidéo, de Witcher, etc. C'est plus vraiment le cas en fait. Il y a des directeurs photos peut-être, mais ils sont complètement effacés. On leur laisse beaucoup moins la liberté artistique. Donc là, dans ce cas-là, John Favreau voit une possibilité de faire de l'argent en mettant en avant le fait qu'il y a encore des directeurs photos. Donc il y a encore du cinéma dans tout ça. Si un jour c'est plus le cas, je pense qu'il n'y aura plus la possibilité d'expérimentation. Elle sera peut-être, comme le dit Viva, du côté du jeu vidéo, d'autres technologies. C'est drôle. C'est drôle parce que cette semaine, il y a eu Soma qui est sorti avec OpenAI. Donc, il crée des images ultra réalistes en 2K. Là. Donc, on est vraiment rendu à ce niveau aussi d'expérimentation où le geste échange pour un geste textuel qui devient visuel, qui a déjà été là de d'autres formes. Là, mais, comme chaton. Oui, comme chaton. C'est le textuel qui devenait visuel. Donc, on entre dans ce monde de notre façon de produire du geste. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ou une autre question? Okay. Oui. Oui, merci. Le texte, vraiment, on lit pas facilement. Je peux l'acheter. Je fais ça par rapport au concept des faits spéciaux. Il me semble que depuis l'introduction du Viva, il y a une attention un peu à la conception d'attraction épistémologique du concept d'effets spéciaux. Mais d'après ce que vous avez décrit dans la trajectoire aussi du livre, est-ce qu'il y a encore un sens à maintenir ce terme effets spéciaux dans un monde et dans des perceptions qui sont de plus en plus dans la réalité augmentée? Est-ce que la spectatrice, l'utilisatrice peut concevoir encore et toujours des effets spéciaux comme des effets spéciaux ou pas? Vous comprenez ça? Si, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, l'adjectif spécial se juxtapose et oppose à un normal qui devrait exister pour démarquer que le spécial arrive. Pour nous,
dans la structure du livre et dans ce que nous croyons, je nous noie, dans ce que nous croyons, il y a l'orfèvrerie de la complexité dans la réalisation de l'image qui fait qu'elle soit spéciale, qu'elle ne soit pas normale. Alors, peut-être que nous, on se pose plutôt la question, quelle est la normale au fond? C'est-à-dire parce que lorsqu'elle est très travaillée et très artefact, pour nous, oui, elle est spéciale. Mais alors, quand est-ce qu'elle est normale? Elle est normale quand elle veut cacher le travail. Elle est normale la fois où on ne s'aperçoit pas que la forêt a transformé en hangar et on ne s'en aperçoit pas du tout. C'est-à-dire, c'était des choix productifs qui, pour des questions de budget, ont fait recours à des effets visuels de toutes sortes, mais qui ne veulent pas du tout se réclamer de l'apparition, de la merveille et du spectacle. Donc, il y a peut-être dans notre conception qui circule dans le livre, il y a plutôt l'image normale qui est celle du côté de l'effet visuel, qui est pourtant fabriqué, mais qui ne se réclame pas, et le spécial qui demeure lorsque un surplus de bravoure, de spectacle ou de complexité se manifeste. Donc nous, on y croit au spécial, et on croit que le visuel soit celui qui se cache dans le décor du papier peint. Mm-hmm. Mais il y a peut-être une différence, quelque chose à considérer, la différence entre ce qui est un effet spécial ou un effet spécial pour le spectateur, la spectatrice, et pour les producteurs, parce que sur un plateau ou dans le milieu du cinéma, c'est une division du travail dans le fond. L'effet mécanique de plateau, ça concerne l'accessoiriste ou tout ce champ-là, et puis les VFX, ça se fait en post-prod. Évidemment, c'est un petit peu flou, parce que si c'est fait en post-prod, il faut qu'on fasse les dessins en amont pour que le tournage se passe en tenant compte de ça. Mais il reste qu'il y a une division du travail un peu là-dedans, mais pour le spectateur. Et puis est-ce que c'est vrai dans le fond qu'un effet spécial dans un film américain, il est invisible? Je me pose la question. Alors évidemment, il n'y a pas de marque du travail, de fabrication, mais en même temps, ce n'est que ça qu'on nous montre. C'est l'extraordinaire, c'est la bombe atomique dans Oppenheimer. Bien sûr, on ne voit pas, mais on sait que c'est un effet visuel, qu'ils n'ont pas mis une vraie bombe, et pas une seconde, on y croit. Mais le film montre, dans le fond, les films sont en train, comme au temps des attractions, de montrer leur prouesse technique, et que c'est ça le cœur de cette scène, en tout cas. Ouais. Mais la question se situe au niveau de la définition de ce qui est un effet spécial versus un effet visuel. Oui, c'est ça. Or, dans l'industrie, le clivage est assez définitif. Un effet spécial, c'est quelque chose qui se produit au moment du tournage. Mécanique. Oui, et un effet visuel, c'est en post-production. Quoique là, toute cette tendance-là est en train de se renverser maintenant avec la production virtuelle, où est-ce qu'on va placer des acteurs devant des immenses écrans d'ailes, et l'arrière-plan et souvent l'éclairage et tout se produit en temps réel par rapport au déplacement de la caméra et des acteurs. Et ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'on a transféré la charge de travail des effets visuels en post-production à la pré-production. Et est-ce qu'on peut encore parler d'effets visuels si c'est de la pré-production? Parce que tous les effets doivent être créés en aval du moment où se produit le tournage. Ça, donc c'est une grosse question de définition. Et sans oublier qu'il y a le sens du terme effet qui se produit sur la spectatrice. C'est-à-dire que si nous nous intéressons à la fabrication et la recherche historiographique qui va avec la fabrication, nous remarquons quand même l'effet à la fin de la chaîne. Et donc cet effet à la fin de la chaîne, lui, n'est peut-être pas synchronisé de manière si exacte sur la division industrielle entre VFX et effets spéciaux. C'est sur ça que je m'interroge aussi, parce qu'on vit dans une réalité qui est différente maintenant, qui est perçue de façon différente. C'est pour ça que je demande. C'est peut-être le prochain volume que nous préparons avec Martin, qui commence avec Barbie. Parce que le prochain volume commence par Barbie.
Et il y a peut-être là, assume. En prévision que les filles à 14 ans. C'est ça. Les filles prennent de l'âge. Et c'est peut-être là qu'on va résoudre le côté plus politique de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais est-ce que votre livre... Bon, allez-y. Vous avez deux mains en même temps, dans le même angle. Mais là, est-ce qu'on est dans le 20e siècle, c'est ça, dans votre livre? Vraiment. C'est ça, OK. Oui. À part avec Le siècle du cinéma. Le siècle dernier. Ouais. On dépasse un peu, on arrive peut-être jusqu'à 2010, notamment avec Pokémon Go et notamment avec des opérations de réalité augmentée, mais elles sont redevables aussi de pensées d'espace public qui précèdent. Donc moi je dirais que même pour quelques œuvres qui dateraient de 10, 12, 13, 14, nous sommes dans le XXe siècle encore. Pas encore, nous sommes dans le XXe siècle. Nous sommes dans le On n'en 20e sortira siècle. jamais. Non, à notre âge, nous ne sortirons pas. Monsieur? Je voulais juste ajouter un commentaire sur ce qui avait été dit par rapport à l'effet visible, l'effet spécial ou l'effet visuel visible ou perceptible. En fait, on ne le voit pas nécessairement, on ne le perçoit pas nécessairement, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est attendu. L'effet est attendu de la part du public. Et la question que je me pose, c'est avec le développement de la technologie de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est en droit de s'attendre justement à ce type d'image-là, ou si justement on ne va pas souhaiter s'attendre à d'autres types d'images qui ne seraient pas générées par la réalité, avec l'intelligence artificielle. Et je pense que ce pacte-là qui existe entre le public et l'œuvre, et l'artiste, dans le fond, on parlait de gestes artistiques tantôt, ça soulève cette question des attentes du public. Donc, la question de savoir si c'est perceptible ou non, à la limite pour moi, en tout cas comment je le comprends présentement, ça n'a plus d'importance. C'est plus lié à comment le public, à quoi il s'attend le public. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais ce qui est intéressant de voir, on n'a pas parlé de ça, mais les outils pour la création des effets visuels sont des outils numériques. On parle de Photoshop, qui en était déjà un. On utilise encore beaucoup Photoshop, After Effects, même des modélisations 3D animées, etc. Mais ces outils-là, ils viennent avec des programmes esthétiques. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Ils sont, même si c'est généré entièrement par le système, il y a deux endroits où c'est déterminé par un programme esthétique. C'est dans le jeu de données qu'il sélectionne. La banque de données, elle est toujours très sélectionnée. Ensuite, les paramétrages et les paramètres d'optimisation qui font que, c'est pour ça quand on utilise différents logiciels d'intelligence artificielle, les résultats ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a des choix esthétiques qui sont faits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des programmes esthétiques dans les outils technologiques, on nous les vend comme des outils avec lesquels on peut tout faire, mais moi quand j'ai fait le capitalisme sentimental, il a fallu qu'on trouve un moyen de contredire la perspective qui était ancrée dans le système. Donc c'est intéressant de travailler avec ces outils-là, surtout au moment où ils sont en train de se mettre au point, pour les détourner, en trouver de nouveaux usages et contredire les programmes, parce que ça devient plus intéressant. Toujours les artistes doivent contredire les programmes. Et la perception des futures spectatrices et spectateurs, en ce sens que maintenant, beaucoup de ces outils-là sont démocratisés à travers simplement sur nos téléphones, TikTok, qui pose des filtres, qui utilisent ces logiciels-là. Donc, c'est toute des générations qui s'en viennent avec une conception de l'effet spécial qui va être différente, je pense. Et le bricolage a quelque chose de... Oui, il ne faut pas non plus adhérer à une vision déterministe de l'évolution du cinéma, parce que si on regarde souvent, il y a beaucoup de boucles. Il y a des ruptures, il y a des boucles, la stéréoscopie, il y a eu un mouvement dans les années 50 qui s'est remanifesté dans les années 2010. Puis, généralement, il y a toujours une réaction quand on abuse, pour ainsi dire, d'une technologie. Souvent, il va y avoir un contre-courant. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui,
on voit une certaine forme de cinéma plus artisanal qui commence à se manifester, où est-ce que les effets spéciaux sont vraiment ostentatoires, puis on pourrait dire aussi qu'ils sont évidents, comme par exemple dans le cinéma de Wes Anderson. Tu sais, on regarde, ben, on voit clairement que c'est une maquette, mais elle est vraiment mignonne, puis ça rajoute au charme et à l'esthétisme du film. Pendant que quand on regarde des maquettes virtuelles qui sont faites dans des films de DC ou Marvel, qui finissent par se ressembler. C'est fait avec les mêmes outils, les mêmes moyens. Et les mêmes esthétiques picturales. Et souvent, c'est volontaire parce que c'est scindé en plusieurs boîtes de production, puis il faut que l'esthétisme soit cohérent. Donc, tout finit par se ressembler. Mais d'ailleurs, je suis pas sûr que l'esthétique de l'intelligence artificielle elle sera vraiment dans la droite ligne du côté recherche de photoréalisme qu'on a aujourd'hui. Non. Là, je pense par exemple au... il y a eu un peu un débat autour de... C'est le générique d'une des séries Marvel, je pense que c'est Invasion, qui a été vraiment... qui a été produit par l'intelligence artificielle. Et en fait, on est dans quelque chose de complètement différent, de l'ordre de l'hallucination, du mélange humain, non humain, etc. Et pas du tout réaliste, en fait. Ah non, mais tu peux programmer comme tu veux. Il y a des artistes avec ça, ils produisent des choses invraisemblables, inouïes. Où on sent aussi qu'il y a la part de la machine qui hallucine quelque chose, qu'on n'a pas forcément dans des productions à grand déploiement, photoréalistes. Donc là, peut-être qu'on a aussi un autre programme esthétique qui rentre. Oui. Donc, je crois que cela touche à sa fin, mais j'aimerais vous remercier d'avoir été là. J'aimerais remercier les panélistes aussi, puis te laisser le mot de la fin, effectivement. Ah oui, je veux remercier mais aussi. achetez le livre. Achetez le livre. Ça, c'est moi qui fais mon vendeur, là, mais achetez. Vous allez en savoir plus encore et approfondir toutes ces questions et peut-être participer au deuxième volet. Moi, je vous remercie, vous. Merci beaucoup, Eric. Merci les Pumes. C'est une maison d'édition vraiment très sérieuse et qui travaille très bien. Alors, j'ai eu un moment de plaisir en travaillant avec eux. Et c'est une très belle librairie. Il y a des enfants qui n'ont pas démoli la place, donc nous sommes très chanceux. Il reste de l'alcool, des chips et des amandes. Si vous restez un tout petit peu, on est là. Et puis, voilà, c'est tout. C'est fini. Merci beaucoup. Merci. Merci.